Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous invite à vous asseoir pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de place. Il reste quelques personnes qui vont arriver. Voilà, je crois que nous pouvons commencer. Bienvenue à chacune et à chacun ici à Lille. Mon nom est Pierre Jacot. Je serai ce soir votre modérateur et gardien impitoyable du temps. Ce n'est pas tout à fait bien commencé, on a 5 minutes. Du coup, je vous demande votre compréhension parce que probablement qu'on finira un petit peu plus tard, mais pas de beaucoup. Voilà, votre présence en nombre témoigne du sujet du loup. On me fait baisser un peu mon micro, voilà. D'ailleurs, les billets pour ce soir sont partis en une semaine. À quoi s'ajoute le fait que des équipes de télévision nous ont rejoints ce soir. Donc, l'Eurovision n'a qu'à bien se tenir. Mais je dois vous poser une question. S'il y a des personnes qui ne souhaitent pas apparaître sur les images de la RTS, je vous invite à lever la main bien haut que les personnes des équipes puissent voir. Voilà, une main par là, vous avez vu. C'est tout bon. OK. Avant de commencer le programme proprement dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous communiquer. La bonne, c'est que pour traiter les questions que vous apporterez ce soir, nous avons un éventail de rares, de 8 personnes, 2 conseillers d'État, 6 personnes expertes de tous les points de vue. Donc, il y a vraiment de quoi faire. La mauvaise nouvelle, c'est que M. Luciano Samarone, qui devait venir présenter le parc naturel des Abruzzes, a eu un accident il y a quelques jours et il n'est vraiment pas encore assez remis pour nous rejoindre. Alors, il le regrette profondément, nous aussi. Là encore, merci de votre compréhension. Du coup, le déroulement de la soirée se présente comme ceci. Il y aura un premier retour sur les sondages faits par le parc Jura vaudois, sondage qui a été fait il y a quelques mois et qui a orienté le programme de ce soir. Ensuite, de quoi il y aura des interventions des représentants de l'État et vous voyez en vert les plages de réponse à vos questions. Et pour cela, il va être très important que vous sortiez vos téléphones mobiles. Une fois n'est pas coutume. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Et ensuite, de nouveau, une table ronde avec les experts et de nouveau, des réponses à vos questions. Alors, allons de l'avant. Je vous invite pour de vrai à sortir vos smartphones. Alors, suivant la sensibilité de vos capteurs, vous pouvez viser le QR code. On a fait des tests tout à l'heure, ça marchait depuis le fond. Sinon, vous allez sur votre navigateur préféré, Safari, Firefox, Chrome ou que sais-je. Et vous devriez voir apparaître assez rapidement une petite flèche verte avec un petit message en anglais. Hein? Oui. Il m'a dit que non. Ouais. Le réseau ici est modeste. On a fait des tests sur plusieurs opérateurs, ça marchait. Ce qu'on n'a pas pu tester, c'est à 250, est-ce que ça marche toujours? Mais qui a déjà une petite flèche verte sur son écran et un petit message en anglais? Ah oui, donc ça a l'air de pas trop mal se passer. Voilà, je laisse encore une petite minute. Voilà, et ceux qui ne sont pas encore connectés, pas de souci, je vais afficher la première image, vous pourrez rejoindre sans aucun souci.
Voilà, vous avez sur votre écran maintenant un petit point noir, normalement, au milieu de la carte. Vous pouvez bouger ce point et le mettre sur l'endroit où vous êtes le plus souvent. Par rapport au c'est le territoire du parc naturel Jura-Vaudois. Si vous êtes hors du périmètre, vous pouvez vous mettre tout au bord, à droite, en bas, en haut, où cela vous paraît le plus juste. Ça a l'air de marcher. Alors pour ceux qui sont tout au fond, je précise, au milieu, il y a 16 personnes qui sont entre Révrolles et Saint-Livre, apparemment jumelles. Mais du coup, je ne vois plus la commune que ça représente. On a du monde du côté de je sais pas, c'est Saint-Georges, je pense. Voilà, du côté de Montrichet, Lille, où c'est un peu plus de monde. Voilà, donc on a déjà à ce stade une bonne représentation. Vous venez de tout le parc, visiblement. Oui. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Parce qu'on m'a dit que ça faisait des booms quand je parlais. C'est mieux comme ça? Oui. Alors, je vais maintenir mon micro tout près de ma bouche. Question suivante. Dans quel contexte avez-vous le plus de probabilité de rencontrer le loup? « 123 personnes ont déjà répondu. Ce qui est bon signe. Si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter, n'hésitez pas, plus tard dans la soirée, à demander à votre voisin de gauche ou de droite ou de devant ou derrière qu'il note la réponse que vous aimeriez poser. Mais là, déjà, à 141 personnes connectées, on est sûr de pouvoir récolter. C'est vrai qu'il y a des variations un peu bizarres. On est sûr de pouvoir récolter la plus grande diversité de questions et de pouvoir traiter en priorité les questions qui reviennent le plus. C'est le but de cet instrument. Voilà, cette information est aussi utile pour les intervenants de ce soir. Donc, vous voyez que la plupart d'entre vous, c'est dans le cadre du sport et des loisirs que vous risquez de croiser un loup. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, et là c'est mieux? C'est plus stable? Ok. Donc 72 personnes parmi vous pensent qu'elles ont plus de chances de trouver un loup dans leur loisir et leur sport. Et sinon, on voit que c'est assez proche entre l'agriculture, l'élevage, d'autres activités professionnelles ou tout près de chez vous aussi, la partie jaune. Très peu de personnes pensent n'avoir pas d'occasion de le rencontrer. Voilà, ça nous donne un peu une image de qui nous sommes ce soir ici. Je vous invite maintenant à garder votre smartphone. Si se met en veille, ce n'est pas grave. De temps en temps, je réafficherai, si besoin était, les codes de connexion. Mais normalement, vous êtes connectés pour la soirée. Encore une fois, si vous devez être déconnecté, ce n'est pas grave. Voilà.
Je passe maintenant la parole à M. Philippe Mühlhauser qui va vous accueillir officiellement. Madame la conseillère d'État, Monsieur le conseiller d'État, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions, au nom de la municipalité de Lille, je vous souhaite une très cordiale bienvenue au sein de notre magnifique commune pour cette conférence-débat sur le thème du loup. Le loup, cet animal fascinant et souvent controversé, suscite, nous le savons, des débats animés et passionnés au sein de notre communauté. En tant que président du parc Jura vaudois, je tiens à préciser ce soir que notre parc adopte une position de neutralité sur la question du loup. Si le parc Jura vaudois a tout à fait vocation à organiser ce genre de conférence sur un sujet aussi sensible, conférence qui a pour but d'encourager un débat constructif où chacun est invité à partager ses connaissances, ses expériences, ses opinions, voire ses peurs, notre parc ne prend pas position en faveur ou en défaveur du loup. Nous croyons en la richesse des échanges et en la possibilité de trouver ensemble des solutions qui respectent à la fois les intérêts des humains et la faune sauvage. Ce soir, vous aurez l'opportunité de vous informer, d'apprendre, de dialoguer ensemble sur cette question complexe. Je vous encourage à écouter avec ouverture d'esprit, à participer activement et à contribuer à la création d'un dialogue respectueux et surtout constructif. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite à tous une excellente conférence enrichissante et stimulante. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole à M. De Giorgi, le directeur du parc, qui va vous donner un retour sur le sondage. Madame la conseillère d'État, Monsieur le conseiller d'État, Madame la syndic aussi de Lille, Mesdames et Messieurs, dans votre titre et fonction, je vous souhaite aussi au nom de l'équipe du Parc Jura vaudois la bienvenue à cette conférence dont la thématique est justement le loup dans le Jura vaudois. Pour petit rappel, le Parc Jura vaudois avait déjà organisé en collaboration avec le canton en 2022 une séance dédiée à la thématique et cette séance a été un peu axé plutôt sur les problématiques, sur les craintes et sur les émotions du secteur primaire. Et on avait fait le constat que ça manquait un peu l'avis aussi de la population et des citoyens. Donc c'est pour cela qu'on a décidé l'automne de l'année passée de faire un questionnaire sur le loup dans le Jura vaudois, formé de 39 questions autour justement de la présence de cette espèce qu'on a envoyé à tout ménage, donc environ 20 000 envois dans les 34 communes qui constituent le territoire du parc Jura vaudois. On a reçu un peu plus que 2600 réponses, mais on a pu considérer que 2573, comme vous voyez sur la slide, qui sont des questionnaires valides en retour. Pour toute transparence, on a dû éliminer des questionnaires qui étaient faits avec des codes le même plusieurs fois ou bien des codes un peu farfelus qui ont été utilisés. Et les résultats de cette enquête ne veulent pas être bien sûr représentatifs, mais c'est aussi l'idée de cerner, l'idée derrière ce questionnaire, c'était de cerner les préoccupations de la population. Et une réponse de 13% de retour, c'est un résultat satisfaisant. En plus de ça, on a 1370 personnes qui ont laissé leur adresse email et qui voudraient être informées de cette soirée, de l'organisation de cette soirée, et le nombre de personnes ici présentes en témoigne l'intérêt. Voilà donc quelques résultats sur ce questionnaire. On a vu que 81,5% se sont concernés par la présence du loup sur le territoire, mais ils expriment aussi des sentiments plus positifs avec tout de même quelques inquiétudes sur le retour du loup dans le territoire. De même, c'est la coexistence est réputée plutôt possible. Si vous voyez sur le camembert, la partie bleu clair et bleu foncé
indique tout à fait, ou plutôt oui, pour une coexistence avec le loup, tandis que la partie en brun et orange, c'est plutôt non ou pas du tout. Globalement, si on regarde aussi un peu une analyse sur les tranches d'âge, on constate que les personnes de plus de 60 ans et bien sûr les représentants du secteur primaire s'en inquiètent plus que la moyenne et estiment aussi qu'une coexistence est plutôt difficile à établir. Tandis que les plus jeunes, dont je ne fais pas partie, donc moins de 50 ans, et les femmes sont plus favorables à la présence du loup et aussi à une cohabitation. Mais aussi, ce qui est ressorti de ce formulaire, c'est que la majorité des répondants ont plutôt favorable à une certaine régulation de cette espèce. Les sentiments exprimés par les répondants, c'est que peu de gens ont rencontré le loup. Ils ont aussi peu de crainte sur une rencontre, lors d'une rencontre, mais ils aimeraient avoir aussi plus d'informations. Et la présence de cette espèce a peu d'impact sur les activités en nature. Donc, si vous voyez ce graphique, la colonne en vert répond que c'est plutôt indifférent. Les gens sont plutôt indifférents de la présence et donc les activités n'influencent, la présence du loup n'influence pas les activités dans le parc. Pour certains, la colonne en bleu, c'est plutôt que c'est la curiosité qui est prépondérante et certains, 592, continuent à pratiquer leurs activités mais avec certaines craintes sur la présence de cette espèce. Donc, comme je viens de dire, que les répondants ne sont pas particulièrement inquiets de rencontrer le loup, mais le comportement adopté fait l'objet de certaines questions. Et ce qui fait plus de crainte, peut-être, c'est rencontrer une meute de loups. C'est la situation un peu plus délicate. Et puis, une information aussi intéressante est que les répondants ont principalement peur pour la sécurité du bétail à l'extérieur et une très grande majorité partage cette crainte et cette peur aussi du secteur primaire. Donc, on voit qu'il y a un certain lien assez étroit entre la population, les habitants du territoire du parc et les activités agricoles et alpestres du territoire et de leurs acteurs. De ce formulaire sont aussi ressortis certains sujets d'intérêt qu'on a mis ici dans ce graphique, les besoins de plus d'informations par les habitants. C'est les recommandations vis-à-vis d'une rencontre d'un loup ou d'une meute de loup, comment il faut se comporter, mais moi j'ajouterais aussi là-dedans des recommandations, comment se comporter lors de randonnées sur le territoire quand on rencontre des troupeaux de vaches mères ou de vaches qui peuvent avoir des comportements un peu différents par rapport au passé suite à la présence de cette espèce. Et puis aussi un besoin d'informations sur l'espèce en soi, biologie, comportement, la situation, l'évolution aussi des meutes, leur déplacement. Donc le comportement, c'est 1366 personnes qui ont demande plus d'informations, 1340 c'est pour les informations sur les espèces et aussi le troisième point, gestion et régulation des grands carnivores. Donc soit les observations, soit le nombre d'attaques, toutes des informations qui figurent aussi sur le site du canton de Vaud, mais un besoin d'informations ultérieures est signalé par 998 personnes. Et puis, vous voyez, il y a aussi des connaissances sur la protection et sur le cadre légal. À mon avis, le cadre légal fait partie aussi des questions en lien avec la gestion et la régulation de l'espèce, tandis que la protection, on n'aura pas des points forts sur cet aspect de protection des troupeaux. Et ici, sous-entendu, protection des troupeaux, vu qu'on estime qu'il y a des événements, des conférences et des séances qui sont destinées aux professionnels et qui s'occupent particulièrement de ces éléments. Voilà donc
Pour arriver à la conclusion, 3 thématiques ont été évoquées, ont été retenues comme importantes pour la population du parc. D'un côté, le comportement adopté en cas de rencontre, des informations supplémentaires sur l'espèce et le cadre légal et de la régulation de cette espèce. Et on espère que cette soirée puisse apporter quelques réponses à toutes ces questions de la population. Merci pour votre attention. Voilà, place maintenant à nos 2 représentants du gouvernement. Madame Valérie Dittlich, chef du département des finances et de l'agriculture, puis Monsieur Vasilis Denizelos, qui est le chef du département, alors pas que j'oublie les domaines, c'est un grand département, donc de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité, j'en oublie pas. Madame la conseillère, à vous. Je parle avec un micro, je parle fort. Alors je parle avec un micro, j'essaye. Mesdames, Messieurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions, tout d'abord, merci pour votre présence ce soir. J'espère que vous m'entendez. J'essaie de gérer bien le micro. Voilà. Cet événement constitue l'une des mesures du plan d'action loup du canton de Vaud, porté conjointement avec mon collègue et le département de mon collègue, M. Venizelos, et le mien. Je me réjouis donc de vous entendre et surtout échanger avec vous sur ce sujet qui est la gestion du loup, qui reste un sujet très sensible. Il est donc important, ou pour cela, c'est très important de pouvoir échanger entre les différents intérêts et les différentes sensibilités aussi. Car on ne peut pas parler du loup sans parler aussi des dégâts que porte ce grand carnivore au bétail de nos et de vos régions. En tant que chef du département de l'agriculture, il est important pour moi de mentionner la légitime inquiétude des agricultrices et des agriculteurs face aux trop nombreuses attaques qui subissent leurs troupeaux. Ces troupeaux qui subissent des dérangements, des troupeaux qui cassent des fils pour fuir, des animaux égarés qui nécessitent des heures de recherche, et n'oublions pas les agriculteurs et les agricultrices dans toute cette histoire. Quelques chiffres d'abord pour fixer les esprits. Depuis 3 ans, l'État relève, documente et comptabilise, si j'ose dire, tous les cas de prédation du canton. Le plus souvent jusqu'en 2023 dans le Jura vaudois, comme vous ne l'ignorez pas. En 2021, la mort de 56 animaux de rente a été attribuée au loup. En 2022, c'était 69 bêtes. Et en 2023, on était déjà à 95. Et je ne compte pas les animaux blessés. Pour 2024, pas moins que 56 moutons, brebis ou chèvres ont déjà été décimés. Et une nouvelle agression a été signalée le week-end précédent sur 3 vaches, avant même le début de la saison d'estivage. Du coup, oui, le monde agricole est inquiet. Et je partage ces inquiétudes et ces craintes. Des mesures et des soutiens ont été mis en place par mon département pour protéger les troupeaux et puis aussi soulager un peu les efforts des agriculteurs et des agricultrices. Depuis quelques années, des mesures fixées par l'Office fédéral de l'environnement couvrent seulement certaines dépenses matérielles de protection pour les petits ruminants, ovins et caprins. En 2022, nous avons introduit au niveau cantonal des aides individuelles pour financer le travail supplémentaire. Ce travail supplémentaire contient certaines mesures de protection volontaire que nous jugeons efficaces aussi pour les bovins dans quelques situations.
Mise à jour une première fois en 2023 et complétée il y a une quinzaine de jours par le Conseil d'État, l'arrêté cantonal prévoit désormais en priorité, premièrement, une contribution pour la main-d'œuvre nécessaire à l'installation et à l'entretien des parcs de protection. Deuxièmement, un montant forfaitaire pour rentrer le bétail la nuit. Je sais, ce n'est pas la mesure la plus populaire. Et troisièmement, un complément cantonal pour la détention et l'utilisation des chiens de protection. En outre de cela, le canton de Vaud soutient des organismes tiers afin de dédommager les nuits de surveillance des troupeaux et d'intervention d'urgence. Il faut aussi souligner l'important travail fourni par la vulgarisation agricole de ProConseil. En plus de nombreuses heures de conseils individuels et de visites sur place, ProConseil a également organisé depuis le début de l'année, en partenariat avec la DGAV et la DGE, 4 séances régionales d'information et d'échange avec les éleveurs dont les troupeaux sont exposés aux loups. Le bilan de l'année 2023 semble confirmer l'efficacité des mesures prises, sauf pour les parcs de protection des bovins qui sont coûteux et souvent inadaptés aux conditions topographiques. Si on cumule finalement le financement cantonal et fédéral, ce sont près de 400 000 francs qui ont été versés en 2023 directement aux agricultrices et aux agriculteurs vaudois pour la protection de leurs troupeaux. Mais il ne faut pas se tromper. Malgré les moyens importants engagés sur le plan financier et humain, les prédations augmentent et une évaluation significative a été constatée dans la région voisine du Mont-Tendre. Cette situation impacte fortement le moral des éleveurs, je le sais. La coexistence est difficile, notamment pour les bovins âgés de plus de 2 semaines, pour lesquels aucune mesure de protection raisonnable n'existe selon la Confédération. Le pastoralisme est une part importante de notre agriculture. Il fait partie de nos traditions et nous devons le préserver. Dans le cadre du plan d'action loup 2024, nous venons de renforcer l'arrêté cantonal relatif aux aides individuelles et ces aides jouent un rôle extrêmement important pour encourager les éleveurs à entreprendre des mesures de protection bovine volontaires et atténuer les charges finalement que ces travaux représentent. Ce dispositif contribue à l'évolution des pratiques et des nouvelles mesures sont en cours de test car on souhaite rester flexible et suivre l'évolution. Je peux nommer ici le collier à phéromones ou alors les clôtures turbofladeries, que j'ai aussi appris ce que c'est. On verra bien qu'est-ce que ça donne. Mais nous constatons que la protection des troupeaux ne suffit pas. Et c'est pourquoi notre stratégie comprend un deuxième volet, la régulation sur lequel mon collègue reviendra. La pression du loup nécessite une évolution constante des mesures à apporter afin de permettre la coexistence d'une espèce protégée avec une activité agricole importante pour notre économie et nos traditions de notre canton. La révision de la législation fédérale prévue début de l'année prochaine devrait nécessiter une nouvelle adaptation de notre plan d'action vaudois et l'arrêté qui l'accompagne, et cela permettra aussi une véritable stratégie de régulation et de protection des troupeaux efficiente qui place finalement l'agriculteur et son berger au centre de ce dispositif. Avec cela, je passe la parole à mon collègue et je vous remercie pour votre attention.
Merci, Madame la conseillère. À vous, Monsieur Venizelos. Un certain nombre de questions sont déjà arrivées, donc n'hésitez pas à continuer. Je vous montre, pour ceux qui auraient besoin, encore une fois, la connexion. Sinon, directement, à vous, Monsieur le conseiller. Merci, Madame la conseillère d'État, chers collègues, Madame la syndic, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. C'est un véritable plaisir d'être ici ce soir. Je tiens à remercier tout particulièrement le Parc naturel régional Jura-Vaudois pour l'organisation de cet échange. Le sondage fait ressortir le besoin d'échange, le besoin d'information autour de la thématique du loup. Et ce genre de soirée s'inscrit parfaitement dans une des réponses que nous souhaitons apporter avec ma collègue à ce besoin d'information et d'échange. Ce sondage est intéressant, il est instructif, il offre une nouvelle perspective, un nouveau regard sur la thématique du loup. C'est aussi l'objectif de ces échanges, de ces soirées. Le sondage montre aussi la diversité des opinions. Je suis d'ailleurs ravi de voir ce soir que la salle est comble. Alors, il y aura certainement autant d'avis sur le loup que de participants. Et je dois dire que je porte moi aussi cette diversité parce que ce loup, je l'ai regardé avec toutes les lunettes possibles. J'ai chaussé les lunettes d'une foule d'acteurs pour comprendre, pour agir au mieux, pour les intérêts de toutes et tous et pour trouver une solution sur le long terme, pour trouver des solutions qui soient pérennes. Alors je me suis mis dans la peau d'un garde-faune, à l'affût plusieurs nuits d'affilée à la recherche de M121. Je me suis mis dans la peau d'un berger qui découvre un matin ces jeunes veaux agonisants. Je me suis mis dans la peau d'un éleveur aussi qui doit composer avec ces scènes traumatisantes, qui a construit des équilibres pendant des décennies, qui voit différents éléments, différents facteurs chambouler ces équilibres. Alors le loup, bien sûr, mais qui viennent s'ajouter à ce nouveau facteur, eh bien, la sécheresse, la pression sur les prix et les tracasseries administratives. Je suis mis aussi dans la peau de l'amoureux du vivant qui s'émeut des hurlements perçus au loin. Je me suis mis dans la peau de l'expert qui traque les crottes et les touffes de poils pour comprendre le fonctionnement des meutes, pour comprendre le fonctionnement de cette espèce. Je me suis mis dans la peau du citoyen lambda qui, lui, ne comprend pas qu'on tire des louveteaux à peine sortis de leur tanière. Je me suis mis dans la peau du maître qui a peur de promener son chien à l'orée de la forêt. Je me suis mis dans la peau du garde forestier qui se désole et constate que cerfs et chevreuils se gavent de bourgeons d'épicéa. Je me suis mis dans la peau du bénévole qui passe ses soirées des lunettes thermiques plutôt que sur Netflix. Et figurez-vous que je me suis même mis dans la peau d'un conseiller fédéral UDC qui tente de proposer une solution qui sera applicable à tous les cantons. C'est dire. Alors le sujet de ce soir polarise, car les intérêts à protéger sont multiples, sont variés, sont parfois contradictoires, et ils se concentrent sur un tout petit territoire. C'est pour ça que c'est important d'échanger, c'est pour ça que ce genre de soirée est essentiel, ça permet d'objectiver les faits, ça permet d'expliquer les actions, d'expliquer l'action de l'État, parce qu'elles sont nombreuses, et elles sont menées depuis plusieurs années, et surtout ça permet de dialoguer, d'échanger, d'aller au contact des uns et des autres, de développer des solutions, parce que nous en avons avec ma collègue, bien entendu, nous en avons inscrit dans le plan d'action, de nouvelles actions et de nouvelles mesures vont être identifiées avec la révision du plan d'action. Mais après, ces solutions, elles peuvent venir aussi de ce genre de soirée, de ce genre d'échange. Et ces solutions, elles s'appuient pour l'instant à travers le plan d'action sur plusieurs leviers, sur plusieurs axes. La régulation, bien entendu, et nous y reviendrons tout à l'heure avec M. Beuchat. Le monitoring, parce que c'est important de comprendre. On agit mieux, évidemment, sur une espèce, sur une problématique, lorsqu'on la comprend, lorsque l'on sait comment elle se développe sur le territoire, comment est-ce qu'elle se déplace sur le territoire. La protection, bien évidemment,
l'indemnisation. Ces différents axes, ces différents leviers sont identifiés dans le plan d'action loup qui sera encore renforcé ces prochains mois et ces prochaines années. Alors je le dis depuis le début que je suis en charge du dossier de la gestion du loup et notamment de la régulation. Nous devons agir sur l'ensemble de ces mesures. Nous devons investir dans cet ensemble d'actions pour atteindre la coexistence. Ne miser que sur la régulation ou que sur la protection mènerait très clairement à l'échec. Il faut chausser toutes les lunettes pour atteindre la coexistence. Je me réjouis évidemment des échanges de ce soir, d'entendre la diversité des points de vue qui animent ce débat sur la coexistence des activités humaines, des activités pastorales avec le loup. Alors il y aura probablement autant d'avis que de participants, mais une chose nous réunit ce soir, c'est cette même envie de dialoguer, d'avancer, de sortir des précarés pour trouver des solutions communes. Je vous souhaite une bonne soirée, je me réjouis de ces échanges. Merci, monsieur le conseiller. Vous voyez une nouvelle fois le code si nécessaire. Et j'invite maintenant monsieur Sébastien Bechat à me rejoindre. Il est directeur des ressources et du patrimoine naturel à la Direction générale de l'environnement. Il nous apporte l'éclairage actualisé sur ce qui se passe avec le loup. Très bien, merci. Bonsoir messieurs, dames, en vos titres et fonctions, et mesdames et messieurs. Mon intervention qui va être courte a deux objectifs. Le premier, c'était celui de vous donner la situation de l'espèce actuellement dans notre canton. Comme ça donnera le même socle de base de tout le monde pour comprendre la situation. Et le deuxième était pour essayer en quelques diapositives de vous décrire quel est le processus et qu'est-ce qui mène à des actions de régulation, étant donné que c'était une des mesures que vous vouliez avoir plus de connaissances. La situation sur le canton, vous la voyez ici, mais avant de décrire la carte que vous voyez sur votre côté droit, peut-être juste dire sur quoi est basé d'abord un monitoring. Alors le monitoring, c'est le suivi de l'espèce. Et le suivi de l'espèce, si on utilise différents outils, étant donné que le loup, comme la plupart d'entre vous savent, c'est un animal qu'on voit peu. Alors il y a toute une série d'utilisations, soit des pièges photographiques, des vidéos, on peut faire des enregistrements pour entendre les loups hurler. Une deuxième série d'indices, toutes les récoltes que l'on fait de salive, notamment sur les animaux qui ont suivi des prédations, sur les crottes. Et ces échantillons sont analysés par un laboratoire qui est à l'Université de Lausanne et qui nous permettent aussi déjà de déterminer si on est face à un loup et aussi, si on a un peu de chance et si l'échantillon est de bonne qualité, d'identifier l'individu. Et c'est ces identifications-là qui font que dans la presse, vous voyez par de temps en temps M121, F, etc., avec des chiffres. Et puis, la troisième chose, c'est la récolte d'indices de présence, des traces à différents endroits. Il faut bien avoir conscience que le monitoring, il est essentiel pour comprendre ce qui se passe sur le territoire, mais il ne peut pas être exhaustif. On n'arrivera jamais à avoir une connaissance parfaite de ce qui se passe d'un animal qui est principalement nocturne, assez élusif, et des choses nous échappent. Concernant la situation maintenant sur le canton de Vaud, que vous voyez sur la partie droite de la diapositive, alors je précise pour ceux qui étaient présents à la séance précédente à Levaux, à l'époque nous avions fait le choix de vous montrer aussi tous les indices d'individus isolés. C'est une chose qu'on a abandonnée à l'heure actuelle, étant donné que le loup maintenant occupe ou se déplace, on va dire, à travers tout le canton, et ça ferait notamment beaucoup de petits points qui seront sur le plateau, alors qu'à l'époque, il y a 2 ans, nous avions principalement loup isolé qui était dans la région de Payerne. Concernant les meutes, vous avez différentes taches qui sont de couleur avec les meutes qui sont concernées. Vous voyez 2 types. La brune et celle que j'appellerais turquoise, 2 meutes qui sont entièrement sur le canton de Vaud. Et puis, pour ceux qui ont l'habitude de lire un peu la presse, qui concerne donc la meute du Marché-Rue et la meute du Mont-Tendre. Et puis, des tâches qui sont à moitié sur le canton et puis à moitié sur la France. Et bien sûr, ça aura son incidence en termes de régulation. C'est ce qu'on appelle les meutes transfrontalières. Une pour celle qui est violette, qui concerne effectivement le Rizou.
celle qui concerne la verte, qui est plutôt sur la question du suchet. Il faut avoir en tête que cette situation-là n'est que la situation vaudoise, avec bien sûr des meutes qui se développent aussi du côté français, pratiquement que français. Et vous voyez ici typiquement une qui est imagée, c'est la meute qui se déplace sur le Haut-Jura français, avec des incursions ponctuelles pour l'instant, effectivement, sur le caractère de la Dôle. La répartition de ces meutes sur le canton de Vaud n'est pas due à un hasard. Il faut avoir en tête que les meutes se sont installées très naturellement dans les secteurs qui étaient les plus riches en termes de gibier. Et c'est notamment les meutes du Marchéreux et les meutes du Montrand se sont installées, ont suivi le cerf. Et c'est quelque chose qui est biologiquement que vous voyez à l'échelle mondiale. Le cerf arrive, les loups suivent quelques années après. En termes d'histogramme, donc vous voyez que pendant de nombreuses années, 2007, 2008, nous avions des indices qui étaient, vous voyez, une fois en loup, en piège qui arrivait. Et puis, à partir de 2018, c'est là où la situation a commencé à changer. 2018, c'est l'année où la première meute a commencé, le premier couple s'est installé et commencé à se reproduire en 2019. C'était la meute du Marchéreux. Et depuis, avec une augmentation qui continue, grosso modo, une meute de plus chaque année. Et puis, il faut avoir en tête que cette progression, c'est celle que vous voyez toujours dans des territoires qui sont nouvellement colonisés, où les loups occupent petit à petit tous les territoires qui sont possibles. Je ne vous cache pas qu'il est fort probable que cette situation-là, on n'arrive pas au bout. Il y a encore des territoires sur le canton de Vaud qui sont propices. Vous avez vu peut-être sur la carte avant, typiquement une grande région où pour l'instant nous n'avons encore aucune meute, c'est typiquement les régions du Pays d'en Haut et des Ormonts, territoires qui pourraient tout à fait être favorables à l'installation de loups. La conseillère d'État, Mme Ditli, a parlé des prédations. Vous voyez les chiffres, ils sont un petit peu différents parce que c'est les chiffres à l'échelle complète au niveau du canton. Mais c'est important que vous les ayez en tête pour comprendre la suite en termes de régulation. Donc les prédations, on vous a mis en premier donc les chiffres 102 prédations totales en 2023, donc une certaine proportion sur les ovins, après sur les bovins et puis sur les lamas. Et vous voyez les chiffres qui étaient les années avant et vous voyez effectivement une augmentation entre 2022 et 2023 sur pratiquement, je veux dire, tous les critères, que ce soit les ovins et puis les bovins, et ceci est directement lié à la distribution plus grande, effectivement, des meutes. J'attire quand même l'attention qu'on est face à quelque chose où ce n'est pas généralisé. Vous n'avez pas toutes les meutes que je vous ai montrées avant qui font des prédations. La plupart de ces prédations qui sont mises en 2023, la majorité sont dues à une seule meute, qui est la meute du Mont-Tendre, qui était la meute avec, je ne me souviens plus quelle couleur, avant. Et puis, cette année, on vous a mis aussi le début de l'année, mais seulement jusqu'au 1er mai, avec quelque chose qui n'avait pas encore été observé à ce jour sur le canton de Vaud, un loup qui fait beaucoup de dégâts sur le plateau, qui est ce fameux loup M121, sur lequel il y a une autorisation de régulation qui est en cours, sur laquelle je reviendrai après. Alors, à partir de ces prédations, à partir de quand et quels sont les critères qu'on a pour entamer une question de régulation. Ces éléments sont définis dans le cadre légal qui est au niveau fédéral et le canton de Vaud n'a pas de marge de manœuvre, ne réglemente pas de législation propre sur la question de la régulation, il applique simplement le cadre fédéral. Vous avez 5 cas de figure. Alors, vous avez des loups ou des meutes qui peuvent causer d'importants dommages, que ce soit pour les animaux de rente, pour la question des cultures, pour la question des forêts. Vous pouvez avoir des cas de figure où ces loups posent des graves dangers pour l'homme, répandent des épizooties, donc c'est des maladies, pour ceux qui ont ce terme-là, ou bien des questions de graves menaces ou encore des pertes sévères dans l'utilisation effectivement des régales de la chasse, et donc c'est sur le gibier sauvage. Ces 5 critères-là, un de ces critères permet effectivement, je veux dire, de donner des décisions de régulation. En plus de ça, il faut différencier 2 cas de figure qui sont différents. Si vous êtes dans le cadre d'un loup isolé, c'est une autorisation cantonale uniquement qui est en force. Donc elle est possible toute l'année, à n'importe quel moment, à partir du moment où vous avez un loup qui fait un certain nombre de dommages
ou qu'il y a des comportements qu'on décide qui ne sont pas adéquats, il y a une décision qui peut être prise effectivement par le canton avec une mise en œuvre pour une durée de 60 jours. Au contraire, si vous êtes dans le cas d'une autorisation qui vise une meute, qui est le cas des différentes meutes que je vous ai montrées sur la carte, il y a une double autorisation qui est nécessaire et qui est définie par le cadre légal fédéral. Donc une autorisation de la Confédération et une autorisation du canton qui le suit. Pour les questions des régulations, vous avez aussi des dates qui sont différentes. C'est des dates qui sont définies pour protéger l'espèce pendant sa période de reproduction. Elles sont définies par l'ordonnance sur la chasse, avec des régulations réactives qui sont possibles du 1er juin au 31 août, qui visent prioritairement effectivement les jeunes reproductions, et puis proactives à partir du 1er septembre. Et dans les proactives, vous pouvez réguler aussi des adultes de la meute sur demande. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à ce jour sur le canton de Vaud ? Depuis l'installation des meutes, donc à partir de 2019, il y a eu 5 décisions de régulation de meutes qui ont été faites au niveau du canton, plus 2 décisions de tir de loups isolés depuis 2021. On vous a mis le nombre de loups qui ont été régulés depuis, donc 4 loups régulés en 2021-2022 qui concernaient la meute du marché rue, 3 loups régulés en 2023 et en 2024 qui concernaient la meute du Montrande. Je précise que dans les différentes décisions, il y avait une décision aussi qui a concerné la meute du Rizou, avec des prédations qui ont eu lieu l'année passée. Et une des difficultés sur lesquelles on fait face, c'est typiquement à mettre en place les questions de régulation sur des meutes qui sont transfrontalières. Vous imaginez bien que les loups ne vont pas rester du côté de la Suisse en attendant qu'on fasse la régulation. Et la question de ces gestions de meutes transfrontalières est d'autant plus difficile. Et puis, une autorisation qui est de loup isolé qui est en cours sur le plateau. Donc, ce que je souhaite juste redire, c'est que la régulation sur le canton de Vaud, c'est bien sur le cadre légal fédéral qui s'applique. Ce cadre légal fédéral, Madame la conseillère d'État l'a mentionné, est en cours de révision et une nouvelle révision de l'ordonnance est attendue pour cette fin d'année. Je préciserai juste que pour mettre ceci en place, alors il y a certains représentants du corps de police faune nature qui sont présents ici, mais il faut bien imaginer que c'est des nuits sans compter qui sont nécessaires pour réussir à trouver les loups qui sont concernés et à mettre en œuvre les différentes décisions. Et puis pour ceci, en tout cas, la direction de la DGE les remercie. Et puis, avoir en tête qu'on est souvent dans des contextes qui sont très différents. La régulation d'une meute, généralement, vous avez une bonne indication où se trouvent les loups. Actuellement, je veux dire, ils sont en train de courir après en loup isolé. C'est beaucoup plus difficile de trouver un loup isolé qui se promène dans un grand territoire. Voilà, j'ai terminé. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons à peu près à 80 questions. Alors, mes acolytes de ce soir, Marjorie Born et Denis Richner, pédalent depuis le début des interventions pour repérer les thèmes qui reviennent le plus souvent. Il est clair que nous ne pourrons pas traiter toutes les questions, mais toutes sont conservées et influenceront les actions, que ce soit du parc ou de la Direction générale de l'environnement. Pour répondre à ces questions, 3 intervenants vont répondre. J'ai un problème d'anatomie qui fait des trous dans la diffusion du son. Mais nous avons aussi Madame Ritter de la Direction de l'agriculture et de la viticulture et Monsieur Rochat qui vont pouvoir aussi compléter au besoin. Voilà, donc je passe directement le micro à Denis Richner. Quelle est la première et principale préoccupation ? Merci Pierre. Voilà, effectivement, beaucoup de questions qui nous parviennent, beaucoup qui regroupent des thématiques similaires. Parmi les principales questions qui arrivent au sujet de la régulation, on nous pose plusieurs fois la question de savoir pourquoi Vaud, le canton de Vaud n'a pas pris l'exemple
du Valais en termes de régulation, pourquoi il n'a pas exploité les possibilités offertes par l'ordonnance et pourquoi également, double question j'en conviens, les chasseurs ne sont pas utilisés, ou en tout cas conviés à participer à la régulation de l'espèce. Monsieur Venizelos, à vous la parole. Voilà. Ah oui, ça marche. Alors, le contexte vaudois est très différent du contexte valaisan. C'est le premier élément de réponse que je souhaite apporter. Il y a déjà, d'une part, une morphologie qui est différente. On est sur le territoire vaudois à proximité d'habitation. C'est le premier élément. Deuxième élément, dans le canton du Valais, ce sont principalement des meutes qui ont été régulées ces derniers temps. Et M. Beuchal a rappelé, il est beaucoup plus facile d'agir sur une meute plutôt que sur un loup isolé qui a la capacité de parcourir jusqu'à 80 km la même journée. On a parlé du cas M121. Il y a une décision de tir sur M121 depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant. On a beau avoir 80 appareils photographiques sur l'ensemble du territoire pour essayer de capter une image de M121. On ne l'aperçoit plus, il est probablement parti de notre territoire, il est probablement parti d'autres contrées, donc tirer un loup isolé, c'est extrêmement compliqué. J'aimerais aussi rappeler un élément, c'est que depuis le début de la législature, toutes les décisions de régulation autorisées par droit fédéral ont été prises de façon systématique, que ce soit des décisions de tir pour réguler des meutes ou que ce soit des décisions sur des loups isolés. Donc, le contexte est très différent du contexte valaisan, où là, des autorisations de tir ont été données sur des meutes entières, parce que le droit fédéral le permettait dans le canton du Valais, contrairement au canton de Vaud, et c'est un élément important. Et ensuite, la question portant sur les moyens mis à disposition pour atteindre ces différents objectifs. Alors, dans le canton de Vaud, nous pouvons compter sur des professionnels qui sont extrêmement bien formés pour le tir du loup, qui nécessite quand même une certaine maîtrise de la chasse, notamment en milieu nocturne, au moment de la nuit, avec un équipement spécifique. Il faut rappeler que les gardes-faunes qui font un travail absolument exceptionnel, et je tiens encore à les remercier, parce que c'est vraiment un travail qui n'est pas évident, d'une part qui nécessite une présence sur le terrain la nuit avec des temps de repos qui sont parfois extrêmement courts, des conditions de travail parfois dans le froid, sous la pluie, sous la neige, extrêmement difficiles, sans compter la pression et puis l'émotion que tout ça suscite, la pression des éleveurs d'une part, mais aussi la pression des défenseurs de la nature. Eh bien, je tiens encore une fois à remercier les gardes-faunes qui font un travail exceptionnel. Eh bien, les gardes-faunes sont épaulés dans le canton de Vaud par à peu près 80 auxiliaires qui viennent les épauler, qui viennent les accompagner dans leurs tâches quotidiennes. Mais aujourd'hui, le tir du loup est une mission qui est confiée aux gardes-faunes qui, encore une fois, sont spécialement formés, notamment pour cette mission, et qui ont tout l'équipement nécessaire pour atteindre ces différents objectifs. Mais cette comparaison avec le canton du Valais n'a pas lieu d'être, parce que le canton du Valais est dans une situation différente du canton de Vaud, de par sa morphologie et de par la possibilité, dans le canton du Valais, de par le droit fédéral, de tuer des meutes entières, ce qui n'est pas le cas dans le canton de Vaud jusqu'à... on va attendre un petit peu les résultats, voir comment les meutes ont évolué ces derniers temps, mais jusqu'à maintenant, je tiens à le rappeler, toutes les décisions de régulation possibles, autorisées par droit fédéral, ont été prises dans le canton de Vaud. Merci. Question suivante. Voilà. Je profite, plusieurs personnes ont rebondi et plusieurs questions nous sont parvenues pendant cette réponse, à savoir que le canton de Vaud avait la possibilité éventuellement de réguler malgré tout plusieurs meutes dans le canton de Vaud. Je pense que plusieurs personnes attendent ces réponses dans la salle. Est-ce que c'est peut-être... Bien, je vais essayer une réponse complémentaire. L'ordonnance sur la chasse que je vous ai montrée avant, je ne suis pas rentré dans les détails, mais définit un certain nombre de meutes par compartiment, comme ils appellent effectivement en termes de l'ordonnance. Et le compartiment du Jura, donc qui regroupe depuis le canton de Vaud jusqu'à pratiquement Bâle en haut,
doit effectivement assurer au minimum la présence de 2 meutes. Donc ça, c'est ce qui est dans l'ordonnance qui a été effectivement mise en œuvre cette année, et puis ce qui est encore dans l'ordonnance qui est en cours. Donc vous avez bien les 2 meutes que vous avez bien vues, Montendre et puis Marchérue, et ces 2 meutes-là doivent être gardées parce que c'est le minimum qui est présent effectivement sur le canton de Vaud. Étant entendu qu'il y avait une appréciation effectivement de l'Office fédéral de l'environnement qu'il ne fallait pas toucher les meutes transfrontalières, étant donné effectivement les relations avec des décisions de tir qui étaient aussi promulguées du côté français. La situation du canton du Valais est différente. Je n'ai plus les chiffres en tête de combien ils devaient garantir, mais ils avaient effectivement 2 à 2,5 fois, je regarde Frédéric Hoffmann s'il a les chiffres en tête, je crois qu'ils devaient garantir 6 meutes, sauf erreur, le canton du Valais, et puis ils en avaient une douzaine ou quelque chose comme ça, et donc ils pouvaient réguler toutes les meutes qui dépassaient effectivement ce chiffre de 6. Ne prenez pas les chiffres valaisans pour ce qu'ils sont, je ne les ai pas exactement en tête tels quels. Merci. Question suivante. Question suivante. Plusieurs questions portant plutôt sur des thématiques agricoles nous parviennent aussi, notamment sur les organismes tiers pour la protection nocturne. Quels sont-ils? Quels sont ces organismes tiers? Et également, quelle place est réservée pour l'association Opale? Et est-il possible d'étendre son activité sur les alpages vaudois? Madame Ritter. Alors l'organisation Opale, elle est présente de nouveau, elle sera de nouveau présente cet été. Elle a déjà été 2023 et déjà été en 2022, avec cet été un petit soutien financier aussi pour cette surveillance nocturne. Opale a surveillé, je crois, 3 ou 4 ou 5 alpages l'année passée. Il y aura une équipe de plus pour cet été par les bénévoles d'Opale. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions nous parviennent aussi, toujours sur la régulation, mais la régulation est-elle une solution de facilité? Une question qu'on nous pose à plusieurs reprises. Est-ce que c'est vraiment la priorité du canton en matière de protection des troupeaux? Voilà, une question qu'on nous pose aussi à plusieurs reprises. Monsieur le conseiller. Alors, il n'y a pas une solution pour accompagner cette nouvelle dynamique, parce qu'on parle bien de nouvelle dynamique, hein, je l'évoquais tout à l'heure, on a une économie pastorale qui a construit des équilibres pendant des décennies et des décennies, et tout d'un coup, alors il y a la sécheresse, il y a la pression sur les prix, il y a le changement climatique, et tout d'un coup, il y a un nouveau facteur qui s'invite dans la danse, si je puis dire, c'est le loup, avec une croissance des effectifs, vous avez vu les chiffres tout à l'heure, quand même assez importante depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Donc non, la régulation n'est pas une solution de facilité. La régulation fait partie des leviers et des mesures qui doivent nous permettre d'accompagner la gestion du loup, mais ce n'est pas la seule mesure, c'est clairement pas la seule mesure. L'autre mesure, c'est la protection des troupeaux, bien entendu. Nous devons aussi accentuer notre connaissance des meutes, notre connaissance de l'espèce, raison pour laquelle il y a un travail exceptionnel, encore une fois, de la part de la police de la faune pour renforcer le monitoring, accompagné par les scientifiques et notamment de la CORA. C'est avec l'ensemble de ces mesures que nous pourrons construire de nouveaux équilibres, parce que ces équilibres ont été chamboulés, il faut le reconnaître, il faut entendre la souffrance des éleveurs, il faut comprendre aussi que c'est notre responsabilité de venir avec différentes mesures, et la régulation fait partie des mesures qui sont intégrées dans le plan d'action, mais évidemment la régulation seule ne suffira pas, nous devrons aussi renforcer les mesures de protection et nous devrons renforcer notre capacité à connaître l'espèce pour retrouver cet équilibre. Je rappelle l'objectif qui figure dans le droit fédéral d'ailleurs, c'est la coexistence entre les activités humaines et la présence du loup sur nos territoires. Tu peux y aller. D'autres questions nous parviennent également, toujours dans le thème de la protection des troupeaux. Quelle est la place des chiens de troupeau? Combien de temps cela prend-il pour en élever un? Et qui est responsable de cette formation? Une question qui revient à plusieurs reprises. Oui, alors les chiens, concernant la protection des troupeaux, actuellement, nous avons 5 alpages dans le canton de Vaud en fait, qui ont des chiens de protection. On a une commission cantonale des chiens de protection qui a été mise en place en début d'année. Et le but, en fait, c'est d'accepter plusieurs races de chiens
parce qu'actuellement, la Confédération autorisait que 2 sortes de chiens, c'était le berger des Pyrénées et le berger des Abruzzes. Et plusieurs éleveurs, en fait, n'arrivaient pas à obtenir ces chiens qui étaient fournis par Agridea, de la Confédération. Alors, ils ont été chercher d'autres races de chiens dans d'autres régions, d'autres pays. Et puis, le but, c'est de valider ces chiens aussi. Et dans le canton de Vaud, il a été décidé que pour 2024, l'essai est fait aussi de prendre ces chiens qui ne sont pas officiels, de les faire tester pour qu'ils puissent aussi rentrer dans la protection des troupeaux au niveau cantonal. Ces chiens, ils peuvent commencer à travailler à partir de 15 mois. Voilà. Merci pour ces informations très précises. Toujours dans le domaine de la gestion du bétail sur le territoire, on nous pose également plusieurs questions sur la présence et l'intégration des bergers dans les différents plans d'action et dans les différentes formations qui sont proposées. Voilà, quelle est leur place et comment est-ce qu'on les considère dans la suite des opérations? Je crois que Madame Ritter va répondre. Merci. Alors c'est clair que le travail des bergers et des bergères est très important parce que c'est eux qui sont pendant 4 mois avec le bétail dans le Jura vaudois, là où on a les meutes qui sont très présentes et qui prédatent. C'est un travail qui se fait en lien avec l'ammodiataire, donc le propriétaire du bétail, qui est en général l'employeur des bergers, et puis en lien aussi avec la protection des troupeaux, pour trouver une solution pour les alpages concernés. Il n'y a pas une solution miracle par alpage, chaque situation est très différente. Il n'y a pas vraiment de mesure qui est considérée comme raisonnable pour les bovins, ce que vous avez entendu, ce qui est quand même l'espèce la plus estivée ici dans notre région. Donc c'est chaque fois une situation où il faut, pour l'ammodiataire, donc le propriétaire du bétail, avec son berger, avec la structure de l'alpage, la composition du troupeau, trouver une situation ou une solution ou une possibilité pour son alpage. C'est un travail qui est beaucoup accompagné par la protection, le conseil à la protection des troupeaux, donc ProConseil, qui fait un grand travail là-dedans. Les séances d'information ont eu lieu, qui ont visé les ammodiataires, qui sont après, avec leurs bergers, en train de faire le travail de coordonner ça, ce qui se passe sur les alpages. Merci. Je tiens à préciser qu'on reçoit beaucoup de questions aussi sur l'impact du loup, sur la biodiversité, sur les espèces, également sur la cohabitation avec les usagers et également sur les comportements. Mais ces questions me semblent plus pertinentes à traiter dans le cadre de la table ronde qui arrive après, d'autant plus que les intervenants seront vraiment à même de répondre à ces questions. Toujours, par contre, au niveau de l'agriculture, on nous pose également une question sur les alpages. Est-ce que des alpages ont été abandonnés dans le Jura en raison de la présence du loup? Et autre question également, quels sont les coûts liés actuellement pour le remboursement pour des prédations, des dommages dus au loup? Alors, la première question pour vous. Jusqu'à maintenant, pas d'alpage abandonné. La charge estivée est restée stable. Il y avait quelques variations, mais plutôt aussi en lien avec la sécheresse. Donc, à ce jour, pas. Et puis, on espère, honnêtement pas, parce que pour la biodiversité, pour les alpages, pour le paysage ouvert, c'est important qu'on maintienne ce pastoralisme. C'est quand même un objectif très important du plan d'action loup. Pour les dédommagements, je laisse les collègues de la DGE. Pour la deuxième question, côté de Sébastien Beuchat. Alors, les prédations sont effectivement indemnisées dès qu'effectivement que le loup est démontré espèce responsable de la prédation, avec des barèmes qui sont calculés par des experts qui sont indépendants du canton. Les chiffres sont en augmentation, j'ai plus le chiffre exact ici.
Alors, 600 francs, c'est le chiffre effectivement d'indemnisation par effectivement événement. Et le total est de l'ordre effectivement de 100 000 francs l'année passée. Voilà, question Je ne suivante. sais pas combien il nous reste de temps également pour... Je pense qu'à 5 minutes sur ce thème-là, on peut. Ok. Plusieurs questions, toujours sur la thématique de l'élevage et de l'agriculture, mais plus générale sur les pratiques en général. Ne vaudrait-il pas mieux s'adapter à la présence du loup et modifier les pratiques agricoles? Est-ce que ça ne coûterait pas moins cher? C'est en substance ce que nous posent plusieurs personnes ce soir. Oui, c'est clair. Alors, je pense qu'il n'y a aucun agriculteur ou aucune agricultrice qui est fermé à changer ses pratiques pour pouvoir continuer. On a remarqué que, par exemple, le jeune bétail, les veaux, surtout des vaches laitières, ont été moins estivés, mais c'était très, très, très localement. Donc, ce n'est pas une généralité qu'on peut dire. C'est vraiment à chaque situation une adaptation qui se fait au niveau de l'exploitation. C'est aussi en lien avec l'alpage qu'on a, avec les animaux qu'on a pour estiver. On ne peut pas changer du jour au lendemain complètement son troupeau ou tout adapter, parce qu'il y a aussi toujours le lien avec la commercialisation du produit. Donc c'est important, si on a le lait qui part pour le gruyère d'alpage, si on a des jeunes animaux qui partent pour la viande, ce n'est pas une affaire à changer dans un jour. Mais il y a plusieurs petites adaptations qui se sont faites, notamment avec quand même moins de jeunes bétail qui est monté en estivage, parce que c'était jusqu'à maintenant les plus vulnérables. Donc c'était toujours les plus petits qui se sont fait manger en premier. Jusqu'à la semaine passée où on avait les vaches laitières qui se sont fait attaquer. Merci beaucoup. J'aimerais ajouter, c'est une des mesures principales qu'on est en train de faire, rentrer le bétail la nuit. Ça, c'est une adaptation aux présences du loup. Parce que rentrer le bétail, les vaches, en tout cas, eux, ils aiment bien une température autour de 17 degrés, plus ou moins. Donc, vous pouvez bien imaginer que la nuit, dans un étable, il fait plutôt chaud. Donc, ce n'est pas forcément une mesure qui est très agréable non plus pour les animaux. Donc, ça, c'est effectivement une adaptation à la présence du loup. Et puis, c'est une des mesures phares qu'on a actuellement à disposition. Voilà, on m'a communiqué que nous étions à 128 questions. 133. 133 même. Alors, je propose que nous traitions encore 2 de ces questions. Je vous dirai en fin de séance ce qui sera fait des autres. Alors, une question peut-être de précision sur les organismes tiers pour la protection nocturne. Plusieurs personnes nous demandent quels sont les autres organismes tiers. On a parlé d'Opale, mais pas des autres. Et ça, apparemment, et ça sème un trouble auprès des participants. Oui, alors comme mentionné avant, il y a Opale et il y a les interventions d'urgence de la Fondation de Jean-Marc Landry. Donc ce sont les 2 organisations tiers qui sont actifs pour la nuit. Principalement là où il y a des prédations, là où il y a des dérangements, là où il y a des problèmes. J'aimerais peut-être encore ajouter pour Opale, il n'y a pas tous les alpages qui se prétendent pour la surveillance nocturne, notamment au niveau bétail, donc il n'y a pas de surveillance par les bénévoles pour les alpages avec des vaches allaitantes, ça serait trop dangereux. Et il y a un souci avec les alpages qui ont des pâturages boisés. Dès qu'il y a trop de sapins, trop d'endroits où les bénévoles ne peuvent pas très bien surveiller, ça ne fonctionne pas non plus. Plus il faut faire un parc de nuit, mais pas un parc de protection, mais avec 2 fils pour garder le troupeau ensemble. Donc ce n'est pas la solution qui est faisable pour chaque alpage non plus. Merci pour cette précision. Dernière question, nous en sommes pour l'heure à 139. Plusieurs personnes s'interrogent sur la proportion entre les pertes liées au loup par rapport aux autres causes de mortalité sur les alpages. Dispose-t-on de ces chiffres et pourrait-on les avoir, nous demandent plusieurs intervenants, plusieurs personnes participantes ce soir. Non, je ne peux pas vous les donner. Malheureusement, non, je ne les connais pas par cœur. Je sais où chercher, mais non,
Non, je peux pas vous dire par cœur combien est la mortalité par rapport aux prédations du loup. C'est une donnée à traiter peut-être plus tard. Voilà. Je vous propose maintenant une petite respiration de 3 minutes, le temps de permettre à nos invités suivants de me rejoindre sur la scène, de régler l'écran. Écran que nous allons éteindre. Donc, je vous donne déjà les noms de nos 5 intervenants. Merci de me rejoindre. J'ai tout éteint. Près d'ici. Le micro. Il faut encore un micro. Va se passer les deux. Vous bien démarrer. Vous avez vu la difficulté qu'il y a. Il peut y avoir. Voilà. Je vais commencer, je pense. Alors, c'est prêt. C'est prêt, il est vert. Quand c'est vert, son petit machin là, c'est que c'est prêt à partir. Vert et vert. Voilà. Je ne sais pas si à 3 minutes, mais nous enchaînons sans plus tarder. Alors, pour les présenter, je vais poser, pour commencer, une question à chacun d'entre eux. Pour commencer, Madame Kupfer-Schmidt, qui nous vient de l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et de la forêt, qui est collaboratrice scientifique. Vous vous occupez principalement des questions, des problèmes qu'il peut y avoir avec le rajeunissement des arbres et la faune. Une question, on sait que la population d'ongulés est en baisse dans le Jura vaudois, mais de manière plus générale, est-ce qu'il y a moins d'abrutissement, et non pas d'abrutissement, d'abrutissement des jeunes arbres là où les loups sont présents? On peut dire là où le troupe il est vraiment dans l'été, où c'est la zone d'utilisation principale, c'est la zone. La zone. Là, on constate qu'on a vraiment moins d'abrutissement. Ça sur la meute qui était entre Saint-Gall et Grison. Là, on a vraiment eu sur le Krunkelspass, on a vraiment sur toutes les placettes, on avait moins d'abrutissement sur le sampa blanc ou les érables et des choses comme ça. Alors, surtout aussi sur les arbres, que comme le changement climatique, on aimerait dans le futur dans cette zone. Alors, sur cette zone, il y a un effet positif si on veut, mais sur les zones un peu plus loin, là où le loup il est aussi dans l'hiver, plutôt dans l'hiver, là on ne constatait pas une diminution, mais plutôt une augmentation de l'abrutissement. Alors nous on pense que c'est vraiment un changement que les ongules ils cherchent des autres places où ils sont. Et on voit ça aussi dans des autres zones, à Bielorussia ou des zones en Allemagne, on voit la même chose, que vraiment seulement dans les zones principales d'utilisation et surtout là où il y a des obstacles. Alors si on a des éboulis grands, si on a des troncs grands, où les ongules ils voient moins bien le loup, alors là on constate moins d'abrutissement. Merci beaucoup. Deuxième question liée au rôle du loup et son impact sur l'environnement pour M. Philippe Christ, qui est professeur
associé au département écologie et évolution à l'Université de Lausanne. Vous vous intéressez en ce moment à la propagation des maladies au sein de la faune sauvage. Quel peut être le rôle à cet égard? Quel peut être le rôle... Il y a une censure automatique. Hein. Quel peut être le rôle du loup à cet égard? Voilà. Merci bien, bonsoir tout le monde. Donc effectivement, je m'occupe au lien qu'il peut y avoir entre la biodiversité et puis les maladies émergentes. Donc quand on parle de biodiversité, on parle de tous les êtres vivants et les écosystèmes dans lesquels ils vivent, et puis toutes les interactions qu'il y a entre ces espèces et leurs écosystèmes. Donc on parle de relations complexes. Donc quand on veut étudier en plus les maladies, donc les maladies émergentes sont des maladies qui apparaissent pour la première fois dans un endroit ou qui augmentent méchamment. Alors dans notre cas, si on prend l'exemple de deux maladies, c'est la maladie de Lyme et puis les encéphalites à tiques, donc qui sont transmises par les tiques. Alors ce qu'on sait qu'en Suisse, il y a une forte augmentation de ces deux maladies, due notamment au changement climatique, ce qui fait que les tiques se répandent à des altitudes où elles n'étaient pas connues, elles colonisent de nouveaux territoires. Et puis, les tiques, en fait, si on prend le cycle de la tique, elle commence à pondre des œufs. Ces œufs vont éclore en larves. Les larves vont se nourrir sur des petits rongeurs. Et puis, elles peuvent se faire infecter, justement, par ces bactéries qui causent cette maladie de Lyme. Et puis, après, elles se transforment en nymphes. Ces nymphes vont attaquer d'autres mammifères, ou aussi des petits mammifères. Mais finalement, le stade adulte des tiques, c'est sur les ongulés, et notamment sur les cerfs. Et comme l'a dit M. Beuchat tout à l'heure, les loups se nourrissent principalement de cerfs. Donc, en fait, s'il y a une régulation, non pas des loups, mais des cerfs par les loups, ça pourrait entraîner une diminution du nombre de tiques, donc potentiellement une diminution de ces maladies émergentes. Et ça, c'est ce qu'on essaie d'étudier pour c'est le cas. Merci. Maintenant, à propos du comportement du loup, là, je m'adresse à M. Friedel Zimmermann, qui nous vient de la fondation Cora. Pour ceux qui ne connaissent pas cette fondation, elle a pour mission d'œuvrer à la conservation de la faune sauvage, en particulier des carnivores, dans des paysages à usages multiples. Elle mène notamment un monitoring des animaux, comme le loup. Alors, avec le retour du loup en Suisse, des rencontres loup-homme sont inévitables. Est-ce qu'il y a déjà eu des rencontres problématiques? Où en est-on aujourd'hui? Oui, alors bon, le loup, vous savez, c'est un animal qui a quand même été persécuté, donc il voit l'homme, en fait, il essaye de l'éviter, donc il va occuper son domaine vital, il va l'ajuster en fonction en fait, de l'occupation spatiale et temporelle de l'homme, donc il va éviter aussi donc, les pics d'activité humaine. Et puis, il faut savoir, on l'a vu dans l'enquête tout à l'heure, hein, il y a eu très peu de personnes qui ont observé les loups, ça vient aussi du fait qu'ils ont un très grand territoire, outre qu'ils évitent en fait, les activités humaines. Donc, si vous avez la possibilité de voir une fois un loup, donc la probabilité est assez faible. Et si vous en voyez un, s'il est à moins de 100 mètres de vous, c'est qu'il ne vous a probablement pas senti. Et puis la réaction du loup, la réaction normale, c'est qu'il va vous observer un court instant, et puis il va évaluer la situation, et puis il va s'orienter, puis il va partir. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que par rapport à l'observation du loup, ça c'est vraiment l'observation la plus courante. C'est pas non plus un problème si les loups commencent au fait à tolérer les humains à une certaine distance, pour autant au fait qu'ils ne soient pas attirés par les êtres humains. Ça c'est vraiment le problème, c'est s'ils sont tout d'un coup attirés par les êtres humains. Et puis au fait, pour l'instant, il y a eu très peu de cas où au fait des loups tout d'un coup se sont en fait accoutumés à l'homme, et puis ils étaient intéressés par les êtres humains, et puis s'approchent d'eux, parfois à moins de 30 mètres à plusieurs reprises. Et ça peut être un problème, voire même parfois dangereux. Pour l'instant, s'il y a peut-être une observation, un loup isolé dans la région de la Haute-Surselva, qui avait été observé à plusieurs reprises dans un village.
et puis qu'il y avait des interactions avec les habitants. Et puis une fois, il a suivi un promeneur, et puis il s'approchait à 2 mètres, et puis là, il s'est même arrêté, et puis le loup, il a ensuite continué sa route. Et là, le canton, il a pris une décision de tirer ces individus de cet individu problématique. Donc, dans le plan loup suisse, comme Sébastien l'a mentionné, il y a toute une série de comportements qui sont décrits, puis il y a des mesures qui peuvent être prises. Et puis, peut-être un point que j'aime aussi souligner par rapport à ça. Ce qui suit, au fait, ce qui est important, c'est que vous, si vous voyez un loup qui a un comportement un peu atypique, c'est de le signaler aux surveillants de la faune. Et puis, on peut se poser la question pourquoi il y a ce type de comportement qui se développe. Alors, l'hypothèse qu'on fait, c'est justement qu'il y a une forte habituation de ces individus qui s'approchent des êtres humains, notamment avec un conditionnement positif avec de la nourriture. Et puis, voilà, un point important, c'est pas de déposer de la nourriture, de nourrir les loups, parce que ça concerne tous les animaux sauvages. Un animal sauvage nourri est un animal parce que tôt ou tard, il va développer un comportement problématique. Et puis bon, pour aussi résumer, vous savez que le loup fait son retour naturel en Suisse depuis maintenant. Et puis il n'y a pas eu d'attaque sur l'homme. Et puis peut-être il y avait aussi une question par rapport à l'évolution potentielle au fait de ces interactions. C'est difficile à se prononcer parce que ces observations problématiques sont vraiment très ponctuelles. Mais c'est clair que le loup, c'est une espèce très plastique. Et puis aussi, on va coloniser de nouvelles régions. Et aussi, la population risque d'augmenter, donc il risque d'avoir de plus d'interactions. Donc c'est important en fait, de suivre l'évolution en fait, de ces interactions qui pourraient être problématiques. Merci. Est-ce que c'était suffisamment compréhensible? On s'excuse, apparemment il y a des zones où les ondes ne passent pas très bien. Monsieur de Georgie, vous avez des équipes d'ambassadrices et d'ambassadeurs nature sur le terrain, en contact avec aussi les usagers du parc. Est-ce que par rapport au comportement du loup, il y a des observations particulières, complémentaires à ce qui vient d'être décrit? Non, on n'a pas constaté, c'est-à-dire le retour qu'ils ont fait, ces ambassadrices et ambassadeurs nature, qui, selon le territoire, ils vont à la rencontre des usagers, donc soit des VTTistes, des randonneurs, et qui posent des questions et vice-versa, sont très intéressés aux questions en lien avec la nature, le paysage, la biodiversité. On a plutôt des questions sur l'espèce, comme on vient d'entendre, sur les comportements à tenir si jamais on rencontre un loup, mais c'est la même question qui se pose avec le lynx. Hein. C'est aussi des questions là-dessus. Et puis, après, il y a plutôt les questions plutôt folkloristiques, c'est où je peux voir le loup comme si on était dans un zoo et on pourrait le voir derrière des cages. Mais voilà, sinon, c'est plutôt sur les comportements à tenir et sur l'espèce, sur le territoire. Merci. Et puis, on aborde le thème maintenant du comportement à avoir avec le loup. Alors, on a déjà eu quelques éléments par rapport à la nourriture, mais là, je me tourne vers Cédric Fonjala, qui est président de la commission technique de Rondeau-Vaux. Alors, la question, est-ce que la présence du loup dans le Jura vous a obligé à prendre des mesures particulières? Et puis, quel retour vos baliseurs, ceux qui posent ces petites marques jaunes si précieuses, quelles remarques qui vous remontent? Merci. Alors, bien sûr, d'arriver à la fin, c'est un peu plus délicat parce qu'à peu près tout a été dit. Pour nous, le comportement du loup, on en a déjà parlé il y a une année. On a eu une conférence par Landry, ça a été parlé juste avant, au sein de nos membres. C'est un fascicule qui est distribué à 2500 membres de vos randos, où il y a y compris l'explication d'un comportement vis-à-vis du loup qui avait été donné par la chef département Béatrice Métro à l'époque. Donc je n'ai rien inventé, mais le comportement reste bien sûr le calme, de faire dire et de voir sa réaction, parce que normalement il devrait repartir. Il ne devrait pas venir vers nous. Dans les baliseurs, j'ai eu un seul baliseur depuis des années qui a vu un loup
mais il l'a vu, il était à 150 mètres. Donc il lui a passé devant, mais il l'a vu, c'était au marché russe, justement. Deuxième chose que nous, on essaye de faire, c'est d'être surtout à l'écoute des randonneurs, mais aussi des agriculteurs. Et là, on a déjà travaillé avec eux il y a 2 ans, en mettant de la signalisation, surtout pour dire à nos randonneurs de faire attention, pas forcément vis-à-vis du loup, mais vis-à-vis du bétail qui se trouve dans les pâturages, qui lui est stressé par le loup. Et c'est lui qui peut avoir un comportement différent et non habituel vis-à-vis du randonneur. Alors bien sûr que moi je ne suis pas derrière la tête ou dans la tête de chaque randonneur où on le rappelle à respecter et peut-être tenir un chien en laisse, ça c'est souvent la problématique, mais aussi de ne pas provoquer. Et un troupeau de bétail ou des vaches allaitantes, on a le droit de les contourner. Personne ne dit qu'on doit passer sur le chemin. Donc ça aussi, c'est de l'information qu'on essaye de donner avec plusieurs biais. Entre parenthèses, cet automne, j'organise une petite séance avec tous les offices de tourisme vaudois pour en parler. On va parler d'autres choses, mais aussi de ça entre parenthèses. Voilà. Merci. Merci. Alors, je crois que maintenant, nous sommes à 160, c'est ça, quelque chose comme ça 8. 168 questions. Alors, quelles questions prioritaires pour l'un ou l'autre de nos invités? Depuis le début de cette conférence débat, on nous pose beaucoup de questions sur les risques représentés par le loup vis-à-vis de l'humain. Est-ce qu'il y a eu des attaques qui ont été répertoriées ces derniers temps? Est-ce que des attaques sont possibles à l'avenir, et notamment vis-à-vis sur des enfants? Alors, moi, j'en ai déjà parlé un peu avant. Au fait, bon, c'est clair que le risque zéro n'existe pas, mais il est tellement faible qu'il est vraiment difficile à estimer. Il y a effectivement eu par le passé, donc il y a des Scandinaves qui ont répertorié tous les cas d'attaque sur l'homme. Donc attaque, c'était vraiment où le loup il a touché la personne. Et puis ils ont fait une évaluation de toutes les attaques. Moi je vais vous présenter les résultats pour le monde occidental, c'est-à-dire l'Europe et puis l'Amérique du Nord. Et puis donc de 1950 à 2020, il y a eu 11 cas, dont 5 cas qui sont liés à la rage. Ouais, vous savez que la rage n'est plus présente en Suisse depuis les années 80 environ, en tout cas une vingtaine d'années. Et puis, au fait, il y a encore d'autres cas, c'était des jeunes enfants. Les 4 autres cas qu'il y avait, c'était des jeunes enfants en Espagne, c'était de bas âge, qui sont morts suite aux blessures. Et puis ensuite, il y avait eu encore les 2 derniers, c'est deux personnes adultes qui ont été prédatées en Amérique du Nord. Donc c'était des actes de prédation. Mais comme je l'ai mentionné, quand on voit en fait la population humaine et puis aussi l'augmentation du nombre de loups, c'est vraiment, la probabilité existe, mais elle est très faible. Et puis peut-être que, pour préciser, il y a vraiment des situations qui favorisent au fait justement le fait que les loups peuvent devenir problématiques. C'est d'une part quand on les habitue ou bien qu'on les nourrit justement. Quand on les accule, il ne faut pas acculer un loup. Et puis aussi, comme je l'ai mentionné, la rage. Et puis quelque chose qui ne concerne pas vraiment la Suisse actuellement, mais c'était par exemple à l'époque où les loups ont disparu, c'était vraiment une catastrophe écologique, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus des forêts, les forêts étaient dans un état lamentable, les proies aussi, il n'y avait pratiquement plus d'ongulés sauvages dans la forêt. Et puis, il y avait encore les animaux de rente qui étaient dans la forêt. Et là, dans ce cas-là, eh bien, le loup, il s'est replié sur des animaux de rente. Et puis, c'est clair que dans ce cas-là, il peut avoir des situations conflictuelles, en particulier s'il y avait des petits-enfants. Mais on n'est pas du tout dans cette situation actuellement en Suisse, où justement, la table est garnie, les forêts ont nouveau augmenté. Et puis, voilà, il n'y a pas de risque à ce niveau-là que le loup, tout d'un coup, se retourne contre l'être humain. Toujours domaine du comportement adopté, il y a la question du chien. Est-ce que les rencontres avec le chien sont plus probables? Qu'est-ce qu'on fait si on rencontre un loup alors qu'on promène en chien? Et dernière question, qu'est-ce qu'on fait si on rencontre une meute? Alors bon, là, je vais aller devant, là, je ne sais pas si ça marche mieux. Alors, quand on a un chien, ce qui est important, c'est tout de suite l'appeler
et puis l'attacher, quoi. Donc, et puis, il faut garder le loup à l'œil, et puis ensuite signaler lentement. Et puis, par contre, si tout d'un coup le loup montre de l'intérêt, j'en ai discuté, moi personnellement, je ne l'ai pas vécu, quoi. Mais ma collègue allemande m'a clairement dit que ce qui est important, c'est que si tout d'un coup le loup montrait de l'intérêt et puis qu'il venait un peu trop près, il ne faut pas hésiter, si on est vraiment aussi confiant, d'aller vers le loup et puis de lui faire peur et puis de prendre justement un bout de bois ou comme ça pour lui faire peur. Mais ça, c'est vraiment ça risque rarement d'arriver parce que normalement le loup, il va pas suivre la personne. Mais si vraiment ça arrivait, il faut vraiment montrer une détermination et lui faire peur. Et puis non, la question c'était s'il y avait une meute. Ben, normalement la meute, il n'y a pas vraiment de comportement différent à avoir. Qu'un loup isolé, quoi. Je ne vais pas vraiment de... Ouais. Okay. Ah, les chiens de protection? Je n'ai pas compris la question alors. Non, sur les chiens de protection, est-ce qu'il y a... Non, il y a plusieurs questions par contre sur l'agressivité du bétail. Est-ce qu'elle est véritablement prouvée? Est-ce qu'il y a une étude là-dessus? Donc je me tourne vers les différents intervenants. Peut-être que Madame Ritter... Alors c'est le vécu des agriculteurs et des agricultrices, le vécu des bergers et des bergères. Ce n'est pas une étude scientifique, mais c'est un comportement qu'on peut observer depuis des années qui a changé. Les troupeaux qui sont confrontés aux meutes régulièrement pendant les 4 mois d'estivage, ils sont clairement beaucoup plus protectrices vis-à-vis de leurs veaux, beaucoup plus agressifs aussi vis-à-vis des chiens. Donc aussi des chiens, quand vous vous promenez avec votre chien qui n'est pas tenu en laisse et puis qui fait par hasard une manœuvre un peu sous le fil, ça peut aussi se terminer mal pour le chien. Donc c'est un comportement qui a clairement changé, surtout pour les vaches allaitantes qui sont par nature là pour protéger leurs veaux et qui le font plus si elles doivent le faire pendant tout le temps durant l'été. Merci pour ces précisions. Monsieur Christ. Peut-être juste une précision à ce propos, c'est qu'actuellement il y a une étude qui est menée qui s'appelle loup et bétail, et en fait on étudie le comportement du bétail justement dans des zones où il y a des meutes de loups, qu'on aimerait comparer avec des zones où il n'y a pas encore de meutes installées, notamment dans le canton du Jura. Donc cette année là on va équiper plusieurs troupeaux de vaches, donc avec des colliers émetteurs qui enregistrent aussi leur activité, et puis on pourra vraiment répondre de manière scientifique, j'espère, à cette question, à savoir est-ce que le bétail est plus perturbé, quoi. J'étais en Valais hier, en Valais j'ai vu plein de panneaux, c'était marqué que depuis que les vaches sont avec leurs veaux, elles sont plus agressives, ils ne parlaient même pas du loup, donc ce serait bien d'étudier ça un peu plus à fond. Merci. Question suivante. Une question pour Madame Kupferschmidt. Quelqu'un se pose la question de l'état des forêts dans le cadre du réchauffement climatique. La question qui se pose donc, est-ce que dans le cadre du réchauffement climatique, le rôle du loup est important pour la santé des forêts? Alors, je répète la question. Est-ce que dans le cadre du réchauffement climatique, le rôle du loup est important pour la santé des forêts? C'est bien ça? Voilà. Alors, c'est un peu difficile de le répondre pour toute la Suisse ou pour le Jura vaudois, mais ce qu'on constate, c'est que les ongules, ils mangent surtout les arbres qu'avec les températures qui augmentent, on aimerait dans la forêt. Les zones un peu plus haut, c'est le sapin, l'érable ou le sorbier en tout anneau. En bas, c'est plutôt le chêne ou aussi l'érable qui on aimerait dans le futur. Et c'est surtout celui qui sont du plus mangés des ongulés. Et si on a le loup, il peut aider à quelques places qu'on a un peu moins d'abruissement. Mais ce que j'aimerais dire, que sur toutes ces études qu'on a faites dans tout le monde, on voit que la chasse
humaine, il est beaucoup plus important là où on le effectue que le loup. Alors on peut beaucoup plus changer si on chasse au point juste que deux loups dans la forêt. Je tente. Oui, il marche. Une question plutôt adressée à Monsieur De Giorgi maintenant. Est-ce que la présence du loup sur le territoire du parc pourrait mettre en péril le développement durable des activités du parc, justement, et le tourisme durable? Alors, comme j'ai cité tout à l'heure, on n'a pas encore eu des situations où les touristes ont signalé des cas de rencontres, ni avec des meutes, ni avec des individus simples, donc pas de situation de danger. C'est clair, si on regarde pas que le tourisme, il y a aussi tout le reste de l'économie et le secteur primaire avec l'activité sur les alpages. C'est clair que comme les conseillers d'État ont dit tout à l'heure, il faut trouver des solutions pour cette coexistence entre cette espèce et les activités économiques. Ils ont aussi souligné, et c'est important de le dire, qu'il n'y a une solution, mais chaque région, chaque situation et morphologie du territoire permet certaines situations et certaines mesures à prendre. Mais je ne pense pas que dans l'immédiat, sur le tourisme 4 saisons, tourisme durable sur le territoire, on puisse avoir des problématiques particulières. Et puis, peut-être encore, il faut citer aussi le travail de Vorando qui permet aussi, dans des situations délicates de passage de sentiers sur des pâturages où on pourrait avoir des cas de difficultés pour le randonneur vis-à-vis des troupeaux de vaches mères. Il y a aussi la possibilité de faire des déviations de ces sentiers avec l'accord de Vorando et donc éliminer certaines problématiques. Après, c'est les VTTistes, mais c'est un autre problème qu'il faudra résoudre aussi dans l'avenir. Une autre question à l'attention de Monsieur De Giorgi, plus sur l'organisation de cette soirée. On a quelques personnes qui nous posent la question du fait qu'il n'y a pas d'agriculteurs sur scène ce soir. Comment cela se fait? Peut-être rappeler les propos. Oui, alors très volontiers, comme j'ai évoqué en présentant les résultats de l'enquête qu'on a fait sur tout ménage. Tout ménage, ça veut dire aussi que les agriculteurs ont reçu aussi ce formulaire et ils ont répondu du fait qu'ils ont, les agriculteurs au moins qu'ils ont répondu, ont montré aussi que de leur point de vue, il y a plus de préoccupations sur la présence et sur une possible cohabitation avec cette espèce. On n'a pas pu faire une statistique sur les 1370 personnes qui ont laissé leurs adresses e-mail, combien il y a d'agriculteurs ou d'autres personnes issues d'autres domaines économiques. Et la soirée est ouverte à tout le monde, agriculteurs comme pas agriculteurs. Mais j'ai spécifié aussi au début qu'on avait fait une même soirée en 2022, toujours co-organisée avec le canton. Et là, a été plutôt priorisé les aspects en lien avec les préoccupations, aussi les émotions et le vécu des bergers et des amodiataires sur la thématique du loup. Et les questions du public, donc les questions des habitants étaient venues un peu... on n'avait pas pu répondre suffisamment. C'est pour ça qu'on a décidé d'axer plutôt cette soirée pour les préoccupations des habitants et des habitants de la population. Et puis, comme j'ai cité aussi, il y a beaucoup d'événements dédiés spécifiquement à l'agriculture, au secteur primaire, aux mesures qui sont mises en place par le canton pour soutenir les amodiataires et les agriculteurs en général. Donc, on a privilégié plutôt une autre approche pour cette soirée. Une question plus fondamentale qui est posée également par plusieurs personnes. Au final, à quoi servent les grands prédateurs si ce n'est réguler l'éthique?
L'éthique. C'est déjà pas mal. Hein, il y a plus de morts par l'éthique ces 50 dernières années dans le monde que par les loups. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Non. Quand on parle justement de crise de la biodiversité qu'on voit un petit peu partout, hein, il faut mettre des chiffres en relation. Si on pèse toute l'humanité et qu'on compare ce poids à tous les mammifères sauvages, on pèse 9 fois plus que tous les mammifères sauvages, ce qui est assez impressionnant. Maintenant, si on prend tous les animaux domestiques, qu'on les pèse et qu'on compare à tous les mammifères sauvages, c'est 14 fois plus. Donc vous voyez que l'homme, en fait, bon, évidemment, on est l'espèce la plus répandue sur Terre, avec nos animaux domestiques. Et puis, cette biodiversité, elle se délite un petit peu partout. Et puis, dans cette biodiversité, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a toutes ces relations entre les êtres vivants. Et puis le loup, comme tous les autres grands prédateurs, hein, tout le monde va voir des safaris en Afrique ou des tigres en Asie. C'est quand même des animaux assez emblématiques. Alors on peut les apprécier ou pas, mais ils ont ce rôle quand même de régulation des ongulés. Alors ils travaillent en partenariat avec les chasseurs, c'est très bien. Parce qu'on pourrait dire la même chose, à quoi servent les chasseurs, hein. Les loups pourraient faire le travail, mais on va pas aborder ce sujet. Mais donc en fait, les prédateurs ont un rôle de régulation des pyramides dans la chaîne alimentaire. Merci. Alors, plusieurs questions nous avaient été posées dès le début de l'ouverture des questions, justement sur l'impact de la présence du loup sur le reste de la biodiversité, notamment les ongulés. Est-ce que ces populations d'ongulés sont-elles stables? Est-ce qu'elles sont en train de chuter? On nous parle également de l'impact du lynx sur le chamois qui aurait été très fort. Est-ce qu'on se dirige vers cette même situation dans le Jura vaudois avec le reste des ongulés, cerfs, sangliers, chevreuils? Alors, un spécialiste que je n'ai pas encore eu le plaisir de présenter. Bonjour tout le monde. Alors la situation du cerf dans le Jura vaudois, eh ben, après qu'il ait recolonisé dans les années 80 notre Jura, il est monté, ses effectifs ont grandement augmenté. Et puis au point qu'on avait un rajeunissement naturel de la forêt qui ne se faisait plus. Et depuis 2 ans, on a enfin réussi à casser cette courbe avec l'aide des chasseurs et des grands prédateurs. On l'a dit avant, c'est une action commune. Finalement, c'est tous des prédateurs. Donc tout ce qui a été dit, c'est juste. Hein. On avait 3 espèces, le sapin, l'érable, le sorbier, qui ne se renouvellent pas dans notre Jura. Donc ce que je peux terminer encore juste pour dire, c'est que oui, le loup a eu un effet assez marqué dans le Jura vaudois, dans la dispersion des effectifs de cerfs, et aussi un peu dans la diminution, puisque depuis 2 ans, voilà, on a une chute des effectifs. On va aller au grison si jamais le loup, on estime qu'il y a un impact d'une baisse de 10% des effectifs. Ça veut dire qu'en général, la population d'ongulés, elle va commencer par accuser un coup. Elle va soit se disperser, soit fortement diminuer, et puis gentiment, elle va s'adapter, elle va se reproduire en conséquence, et puis on va revenir à un état d'équilibre. Merci Monsieur Hoffmann pour votre réponse. Il nous reste du temps pour 2 questions qu'on puisse avoir le temps de conclure la soirée. Denis? On nous pose la question du loup à proximité des habitations. Faut-il s'en inquiéter et est-ce que ce risque est plus important en hiver? Est-ce que le loup, en d'autres mots, se rapproche des habitations en hiver? Oui, alors, donc le loup, il y a une enquête qui a été faite à travers l'Europe pour voir justement qu'est-ce qu'il en est par rapport au loup et les habitations. Puis ça montre qu'en fait, il y a beaucoup de meutes qui ont fait aussi des habitations qui sont dans leur territoire. Et puis c'est normal au fait que le loup passe à côté d'habitations. Le problème, c'est plutôt les loups qui ensuite entrent en plein jour dans les zones habitées. Ça, c'est vraiment, je l'avais mentionné tout à l'heure, dans le loup suisse, tous les critères qui sont considérés justement on va catégoriser les différents comportements par rapport au fait à degré de s'il s'agit d'un loup
par exemple un comportement atypique ou un comportement jusqu'au comportement problématique. Et le fait que justement que les loups entrent à plusieurs reprises dans des villages en plein jour, c'est surtout le jour qui est aussi important, parce que naturellement la nuit, les loups peuvent par exemple traverser des agglomérations qui sont un peu disséminées. C'est d'ailleurs arrivé aussi, c'est souvent arrivé que par exemple, vous vous rappelez peut-être un loup qui a atterri sur les quais de Lutry. Il a probablement vu la surface du lac il n'y avait aucune lumière, il est arrivé là-bas, puis il est arrivé sur les quais de Lutry, il a rebroussé chemin, ça c'est pas un problème. Donc les loups. Alors pourquoi ils viennent près des habitations? Alors il y a différentes raisons, d'une part c'est le chemin le plus court pour aller de A à B. Pourquoi aussi l'hiver, vous l'avez mentionné, les ongulés sauvages viennent à proximité des habitations aussi pour se nourrir, et puis aussi parfois bien sûr il y a des animaux de rente près des habitations. Et puis, ou aussi, il y a d'autres sources de nourriture, ou bien il y a aussi parfois des chiens. Et vous savez que le lien entre le loup et le chien est un peu, soit c'est neutre, soit il le voit comme un concurrent, soit il peut aussi le voir comme un partenaire de jeu, ou bien aussi un partenaire pour s'accoupler. Et puis c'est déjà arrivé par le passé, par exemple, qu'une louve en Allemagne, elle était munie d'un collier, elle a passé quelques semaines à côté d'un village, et puis elle a interagi avec un chien. Elle a aussi interagi avec une chienne, ils sont battus, mais la chienne, il n'y a pas eu de conséquences. Et puis après un certain temps, probablement quand la louve n'était plus en chaleur, elle a fait son petit bout de chemin. Donc voilà, c'est un peu les raisons pourquoi les loups peuvent venir à proximité des habitations. Merci. Alors, on me signale qu'il faut vraiment encore traiter 2 questions. On a atteint les 200 questions. Les questions qui ne seront pas traitées, une action très précise. Alors, je vous invite à profiter de la verreille tout à l'heure pour les poser aux intervenants qui vous paraissent le plus correspondre aux questions. Alors, les 2 dernières. On nous pose des questions sur les chevaux. Et là, c'est une double question. Faut-il s'inquiéter de la présence du loup lorsqu'on pratique l'équitation dans le territoire du parc? Et autre question, est-ce que les loups peuvent attaquer des chevaux et quelle protection peut-on offrir pour ces chevaux? On a mené une étude de ce type en Mongolie, justement, avec Fridolin Zimmermann, où en fait il y a beaucoup de loups. Et il y a beaucoup de chevaux qui sont laissés, des troupeaux qui sont laissés comme ça dans la nature. Et en fait, il y a effectivement de la prédation sur les chevaux. Donc les loups peuvent s'attaquer aux chevaux. Par contre, aucun cas connu de cavalier qui se soit fait attaquer. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur la question. Je ne sais pas si quelqu'un a un autre élément de réponse. Donc du coup, la question des mesures de protection n'a pas encore été posée, c'est ça? Alors je pense qu'il faudra se poser la question, le service de l'agriculture un jour ou l'autre devra se poser la question, notamment dans le Jura où il y a ces francs montagnards, s'il y a des meutes de loups qui s'installent là-bas, il faudra voir les mesures de protection. Je ne sais pas si Mme Ritter. Oui, alors l'ordonnance sur la chasse ne prévoit pas de mesures de protection qui est raisonnable, faisable pour les équidés, comme pour les bovins en dessus de 14 jours. Je ne saurais pas quoi dire de plus. Il n'y a pas de mesure de protection raisonnable qui est exigée ou qui est considérée. Après, je pense au niveau des parcs, ça doit être à peu près comme pour les bovins. Donc, les parcs pour les bovins, le fil le plus bas doit être pas plus haut que 20 cm pour que les loups ne puissent pas passer en dessous. Et puis après, c'est conseillé, exigé actuellement 90 cm et conseillé plus haut pour que les loups ne sautent pas. Merci. Et cette fois, nous sommes à la dernière question. Une question qui nous est également souvent posée, c'est l'exemple avec d'autres régions où le loup est présent. C'était le but initial de cette soirée avec la présence de M. Samaron du Parc des Abruzzes, malheureusement qui a fait cette chute la semaine dernière, l'empêchant d'être ici parmi nous ce soir. Et pour rebondir sur la question des Abruzzes, plusieurs personnes également nous demandent si l'arrivée de l'ours dans le Jura ne serait pas une solution pour régler la question des meutes. Alors,
Ouais, non mais, moi je pense que c'est plutôt un gag, hein, la question. moi je le comprends comme un gag. Mais vous savez, pour l'ours, en fait, la priorité, il y a une petite population dans le Trentin qui a été renforcée. Et puis la première priorité, déjà, c'est, en tout cas en Suisse, ce n'est pas prévu qu'on va réintroduire activement l'ours. S'il vient naturellement, ce n'est pas un souci. Mais on va pas, et le Jura, c'est tellement loin, ça ne va pas se faire. Et puis peut-être une autre question, comme me l'a dit tout à l'heure, me l'a soufflé Philippe, c'est plutôt l'interaction loup-lynx qui pourrait être intéressante à regarder dans le futur aussi. Il y a de rares études scientifiques qui ont été menées là-dessus, aussi par exemple par rapport à la planification de la chasse. C'est des choses que nous, dans le cadre du projet monitoring et gestion intégrée, on veut regarder un peu plus en détail si on a la possibilité de le faire. Merci. Merci à chacun d'entre vous. Voilà, vous l'avez compris, nous l'avons compris en tout cas, le sujet est loin d'être épuisé. Je remercie Denis de redescendre l'écran. Le dernier mot de la soirée vous reviendra dès que l'écran sera en place. En attendant, je vous précise que cette soirée sera disponible sur la chaîne YouTube de l'État de Vaud, en principe d'ici mercredi 15. Donc vous pourrez la passer, la partager avec des amis, etc. Et d'autre part, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction de la part de l'équipe du parc. Mais je vous invite juste, si vos smartphones sont toujours en état de marche, à juste nous dire, avant la verrée, je permute juste... Voilà. Normalement, sur vos écrans, vous avez la possibilité de mettre 3 sentiments qui traduisent un peu votre état d'esprit à la sortie de cette soirée. Suivra, vous l'avez vu apparaître, juste des messages libres aux organisateurs de cette soirée qui pourront leur être utiles pour le futur. Mais d'abord, mettez juste ces 3 mots, vous allez voir se créer des nuages de mots. Et plus les choses se recoupent, plus un mot va devenir grand. À vous. Ah, ça finit par se stabiliser. Je profite de vous signaler que si vous entrez à la fin de votre connexion, votre adresse email, vous recevrez de manière complètement anonyme, c'est Mentimeter, la société qui crée ça, qui vous l'envoie, mais je ne connais absolument pas vos adresses. Vous recevrez toutes les questions, tout ce qui a été présenté par Mentimeter, donc cet outil d'interaction. Vous pouvez le recevoir en format PDF sur votre boîte mail. Voilà, le nuage s'est stabilisé. Je vais faire 2-3 commentaires pour ceux qui sont tout au fond. Donc je pense que le merci intéressant à refaire apparaît assez clairement. Après, il y a beaucoup de choses à la fois dans le positif, en termes de respectueux, d'ouverture, de pertinence, mais aussi des mots de partialité, de mascarade, de haut secours, de quelques personnes qui sont plus inquiétées ou découragées. Donc voilà, le loup est un animal qui suscite des émotions qui restent
très très contrastées. Vous pouvez donc obtenir ce nuage de mots. Et maintenant, en mode libre, vous pouvez, ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez donner un message. Bien sûr que les organisateurs vont prendre le temps après de parcourir plus en détail les 200 questions. Je ne vais pas les prendre au piège de leur demander « qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces questions ?» mais c'est sûr que c'est un cadeau aussi que vous leur avez fait. Voilà, cet écran va rester disponible, pas de stress. La soirée est arrivée à son terme formel, place à l'informel et au plaisir de partager un verre ensemble et puis de continuer à avoir des échanges informels avec les intervenants. Merci à chacune, à chacun d'entre vous d'être venus ce soir pour participer ou pour répondre. Bonne fin de soirée.